Qui jouit d'une bonne santé possède un bon trésor. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce premier numéro de votre émission Actu Santé de l'année plutôt 2021. Comme d'habitude, nous parlons de la santé dans cette émission sur BC Télévision. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette pandémie que vous connaissez très bien, qui est le coronavirus, avec un invité que je qualifie de spécial. Mais tout au long de cette émission, vous saurez pourquoi je le qualifie de spécial. Nous allons lui dire bonjour, monsieur Tchek Fita. Bonjour, cher ami, et merci pour l'invitation me lancée par votre chaîne de télévision. Monsieur Tchek Fita, il s'appelle Fita Diboué, mais tout le monde l'appelle presque Tchek Fita. Il est journaliste, dramaturge, mais aussi philosophe. Il a écrit un livre qui est intitulé Coronavirus, redevenir homme. Je tourne vers vous. Pourquoi ce titre? Bon, pourquoi ce titre? C'est vraiment demander que je fasse un résumé assez fastidieux. D'une façon brève. Pourquoi ce titre? D'abord, le titre Coronavirus, redevenir homme. Il y a deux parties. Il y a le coronavirus, qui est la fameuse pandémie qui nous a fait baver. Il y a aussi redevenir homme, c'est-à-dire que coronavirus, parce que j'ai été atteint du coronavirus. Peu de gens ont le courage de parler de leur maladie. Moi, je pensais qu'il était de mon devoir en tant qu'écrivain de témoigner de ce que j'ai vécu. Donc, ça, c'est une partie du titre. Pourquoi redevenir homme? Ça, c'est la partie réflexion du livre. Parce qu'en fait, il y a deux grandes parties. Il y a le témoignage et il y a la réflexion. Parce que c'est bien de dire, de témoigner, mais après. Et donc, la deuxième partie, c'est le après. Ok, la deuxième partie, c'est après. Donc, vous partez, vous expliquez d'abord et puis vous témoignez. C'est une bonne chose. Mais à l'introduction de votre livre, vous parlez des guerres. En quoi comparez-vous le coronavirus à une guerre ou à des guerres? Vous savez, pour les gens qui n'ont jamais vécu une guerre, la guerre, c'est un peu ce qu'on voit dans les séries à la télévision, des trucs explosent, on boit un verre, on mange des chips, on rigole. Mais la guerre, quand on l'a vécue, on ne la voit plus de la même façon. Moi, j'ai eu cette malchance-là de vivre deux situations de guerre. Et maintenant, la pandémie du coronavirus est pratiquement une situation de guerre. Elle l'est en réalité quand on voit ce qu'elle cause comme dégâts. Parce que la guerre, on la reconnaît par les dégâts. On la reconnaît par les belligérants. Mais ça, c'est une guerre atypique en ce sens que le belligérant, ce n'est plus une armée en face, c'est juste un virus. Et le monde entier se bat contre ce virus. Et ça fait 1 an qu'on se bat, ça fait 1 an qu'on n'a pas gagné. Et donc, c'est pour ça que je considère ça comme une situation de guerre. Et d'ailleurs, les grands dirigeants du monde l'ont dit dès le début. Nous vivons une situation de guerre. Et maintenant, en vivant une situation de guerre, c'est bien de le dire. Mais maintenant, la guerre, c'est quoi? C'est pour ça que dans ma réflexion, j'ai commencé par la première guerre que j'avais vécue, puis la deuxième, et puis je parle maintenant de cette situation de guerre qui est le combat contre la pandémie du coronavirus. Donc c'est en quelque sorte une guerre à symétrie que les dirigeants du monde ou que le monde entier est en train de combattre. Oui, une guerre atypique. Atypique, ça veut dire que ce n'est pas dans le sens classique de guerre. Le sens classique de guerre, c'est quoi? Il y a deux camps. Il y a des belligérants. Mais ici, il y a deux camps, mais les belligérants sont différents. Et dans cette guerre-ci, les belligérants, c'est qui? C'est le personnel médical. Sans personnel médical, nous perdons cette guerre, nous crèvons. Au moment où vous et moi nous parlons, dans plusieurs hôpitaux du monde, il y a des gens qui sont au front. Des gens qui sont habillés de telle sorte qu'ils ne puissent pas être victimes de l'ennemi. Ce sont les infirmières, les médecins, tout le personnel médical, ils sont dans une véritable guerre. Mais malheureusement, j'ajouterais, leur budget n'est pas le budget qu'ils auraient dû avoir. Et dans mon livre, effectivement, je montre le budget des 20 plus grandes nations, ce qu'ils consacrent à l'armée. Vous verrez que c'est énorme. Maintenant, prenons le budget qu'on consacre à cette guerre contre la pandémie du coronavirus, c'est insignifiant.
Mais nous sommes dans une situation de guerre. Effectivement, il y a des morts, il y a des pertes du point de vue économique, il y a des boulots qui disparaissent. Beaucoup de gens se retrouvent au chômage. Il y a des gens qui perdent tout, pour toujours. Donc, quand on voit les dégâts, c'est vraiment donc, comme une vraie guerre. Et considérons-la comme une guerre. Le coronavirus est une guerre et nous devons la considérer, la Covid-19, nous devons la considérer comme telle. Chers téléspectateurs, pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes bel et bien sur BC Télévision en train de suivre l'émission Actu Santé et nous avons reçu pour vous Monsieur Tchèque Fita. Il est écrivain, philosophe, mais aussi dramaturge et nous sommes en train de décortiquer son livre intitulé « Coronavirus, redevenir homme ». Et comme au début de cette émission, je vous ai dit, j'ai reçu un invité spécial. Spécial pourquoi? Parce qu'il a été victime de ce qu'il qualifie aujourd'hui d'une guerre, de cette pandémie. Il en a souffert. Alors nous revenons vers vous pour savoir comment cela vous est arrivé. Parce que vous n'avez pas respecté les mesures barrières. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment vous avez attrapé cette maladie? Comment? Je ne saurais répondre. Quand? Oui. Allez-y. Je me suis retrouvé hospitalisé le 5 avril 2020. Si on voit le cycle d'évolution du virus, je peux dire que j'ai été contaminé 2 semaines avant, c'est-à-dire fin mars. Or, si nous faisons un retour en arrière, vous verrez que le coronavirus est apparu en Chine en décembre 2019. C'est pour ça qu'on l'appelle Covid-19. Mais à l'époque, bon, c'était une information comme toutes les autres, hein, qui arrive en Chine, tout ça. Mais ça a avancé, c'est arrivé en Europe, c'est arrivé en Afrique. Et entre la prise de conscience collective et l'avancée de la maladie, il y a eu un décalage. Moi, j'étais parmi les victimes de ce qu'on appelle la première vague. La première vague, je me souviens, le 18 mars, la Belgique où je vis a décidé un confinement, c'est-à-dire tout le monde à la maison, personne ne sort. On ferme tout durant 2 semaines. Mais je pense que j'avais, peu avant le confinement, je crois que j'avais déjà été atteint, le temps que la maladie se déclare. Donc c'est de cette façon-là, et on vous a déclaré malade. On vous a amené à l'hôpital, vous commencez à suivre aussi le médicament. Comment cela se passait là-bas? Bon, vous savez, on le dit, c'est une nouvelle maladie. Et donc, tout intelligent que je suis, il n'est pas dit que j'aurais pu me rendre compte que j'ai le coronavirus. Vous avez peur au moins? Surtout des dégâts, notamment la mort. Peur, quand j'étais hospitalisé, non. Après, oui. Et surtout quand je relis ce que j'ai écrit moi-même, alors là j'ai eu peur. Parce que quand j'arrive à l'hôpital, je n'ai plus le souffle, on me met sur une chaise roulante, on me fait tous les examens possibles, la respiration est difficile, on commence le traitement, on m'hospitalise, bon, je suis faible, le cerveau n'est pas suffisamment actif pour donc enclencher la peur et tout ça. Je suis malade, je suis faible. Et j'ai passé les 5 premières journées, les 5 premiers jours par exemple, c'est à peine si je me souviens de ce qui s'est passé. Tu avais une infirmière qui passait, un groupe d'infirmières qui passait toutes les heures, il y avait un médecin qui passait toutes les 2 heures, et tu avais des perfusions, tu avais des piqûres, tu avais des tas de choses. C'était tellement vite qu'on n'avait pas le temps, que je n'avais pas le temps de réfléchir pour dire j'ai peur ou je n'ai pas peur. Mais honnêtement, je n'ai pas beaucoup pensé à la mort quand j'étais à l'hôpital. C'est avec le recul, je me suis dit, tiens, je suis passé juste à côté. Vraiment à côté, parce que là où j'avais été hospitalisé, on appelait ça unité Covid, c'est-à-dire entrée interdite si on n'est pas suffisamment protégé. Et pas de visite. Donc tout le temps où tu es là, tu ne vois personne, à part les infirmiers, enfermés pratiquement. Et donc, c'est, je dirais, une parenthèse, quelque sorte. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça. Mais vraiment, quand on lit le livre, je me souviens beaucoup de gens, des Européens qui ont lu le livre, quand ils m'ont dit, mais monsieur, vous l'avez échappé belle.
Et quand ils lisaient, il y en a qui n'avaient plus le courage de continuer. Ils s'arrêtent d'abord et disent, mais maintenant, quelle est la suite? Et moi-même, personnellement, quand j'ai relu le livre, je me dis, tiens, effectivement, je suis vraiment passé à côté. Monsieur Tchek Fita, vous savez, aujourd'hui, quand on vous dit vous êtes atteint et que vous devez être interné, ce n'est pas du tout facile. Tout le monde a peur, on se demande est-ce que nous serons bien accueillis? Est-ce que le personnel que vous qualifiez dans votre livre des militaires, un personnel aguerri, va bien me recevoir? Quel a été leur comportement à votre égard? Vous savez, la première impression quand j'ai été hospitalisé, j'avais l'impression d'avoir devant moi une armée. Et les infirmières, les aides infirmières, le personnel des hôpitaux, les médecins, ils étaient nombreux. Il y a la liste de toutes les infirmières qui sont passées à mon chevet. Il y a la liste de la vingtaine de médecins qui sont passés à mon chevet. C'était vraiment une armée. Maintenant, il n'y avait pas que moi. Il y avait toute l'unité Covid. Il n'y avait pas que l'hôpital où j'étais. Il y a plusieurs hôpitaux en Europe, en Belgique, et tout ça. Quand vous mettez tous ces gens-là en ligne, là, vous vous rendez compte qu'on a vraiment une armée jusqu'à aujourd'hui qui se bat. C'est une véritable armée qui se bat contre un ennemi qui s'appelle le virus, le coronavirus. Alors, quel est le moment, un moment qui vous a plus attiré, qui vous a marqué pendant cette période d'hospitalisation? Avez-vous eu des moments aujourd'hui, si vous vous dites, je suis sorti de cette maladie, en tout cas pendant tel moment, j'ai été marqué à l'hôpital. C'est quoi ces moments-là? Bon, avec le recul, bien sûr. Quand je suis entré à l'hôpital, je n'avais pas suffisamment d'oxygène. Donc il fallait qu'on ajoute de l'oxygène pour que je respire bien. Quand je suis entré à l'hôpital, la fièvre était oscillée entre 39 et 39,5. Un jour, 2 jours comme ça. Et le jour où le médecin est passé, enfin l'infirmière a dit, tiens monsieur, il a donné, parce qu'il n'y a pas de secret, hein, quand vous êtes malade, on vous dit tout. Quand la température monte, on vous dit. Quand il n'y a plus suffisamment d'oxygène, on vous dit, on augmente l'oxygène. Donc vous êtes observateur vous-même de votre propre vie, de votre propre maladie. Il n'y a pas de secret. Et donc, après 4-5 jours, ils m'ont dit, ah, on sent un petit changement. Donc la température a légèrement chuté. On a stabilisé donc le niveau d'apport de l'oxygène. Parce que, bon, peut-être que je me trompe, hein, vous m'excuserez, je ne suis pas médecin. Il me semble qu'on parlait, on me faisait un apport de 2 kg d'oxygène. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et à un moment, ils ont dit, tiens, on diminue. Ça veut dire que c'était déjà un signal que progressivement, donc, j'allais vers la guérison. Et à ce moment-là, c'est un moment qui est venu assez tôt. Comme si je devais répondre à votre question, c'est peut-être à ce moment-là que je n'ai pas pensé à la mort, parce que assez vite, je crois 5 jours après, il y a eu un premier signe de guérison. Coronavirus, redevenir homme, c'est le livre publié par notre écrivain ici, le philosophe, dramaturge, mais aussi journaliste Tchek Fita. Alors, il nous parle de son expérience, il nous parle de son livre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui pour qu'ils soient guéris? Qu'est-ce qu'ils doivent observer? Bon, quand on est dans un hôpital, déjà qu'on est pris en charge. Je l'ai dit dans mon livre, quand vous êtes dans l'hôpital, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez au personnel soignant. C'est lui qui a votre vie en main. Dieu merci, ce personnel soignant, je l'appelle l'armée contre le coronavirus. C'est une grande armée qui mérite beaucoup de soutien, qui mérite beaucoup d'égards et qui travaille avec une grande conscience, une très grande conscience. Et je vous dis, quand une infirmière arrivait, toujours souriante, « Monsieur Fita, comment vous allez? Vous avez bien dormi, etc. » Comme si vous étiez son objet. Et elle a comme mission de faire tout ce qui est en son possible pour que vous soyez guéri. C'est extraordinaire. Et quand on n'est pas à l'hôpital, on ne fait pas attention à cela. Mais quand on y est, on se dit, tiens, ma vie à un moment, elle ne m'appartenait plus, elle appartenait à d'autres. Et ce sont les autres à qui il faut jeter les fleurs, ce sont les autres qui ont fait que
je survive. Ils auraient pu ne pas réussir. Ils auraient pu ne pas le faire, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils doivent le faire. Et Dieu merci, dans le livre, je parle même de l'éthique et des devoirs de l'infirmière, du médecin. C'est extraordinaire. Ce qui prête comme serment. À l'extérieur, on ne fait pas attention, mais quand on est à l'intérieur, on se rend compte que Dieu merci qu'il y a des gens qui sont comme ça. Et si on avait des gens comme ça dans tous les secteurs de la vie, on ferait un grand changement. Sans l'autre, sans autrui, et les philosophes parlent d'altruisme, nous ne sommes rien. Merci beaucoup et nous saluons tous les personnels soignants qui sont sur terrain, qui sont dans les hôpitaux, qui se battent pour, tant soit peu, apporter leur aide à tous nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir de cette pandémie. Alors, Monsieur Fita, quelle vision, quelle image avez-vous aujourd'hui de cette pandémie qui est la Covid-19? Bon, la première chose, il faut dire aux gens qui nous suivent, la pandémie est là. On ne l'a pas vaincue. Bien sûr, on va progressivement vers le vaccin, mais nous n'y sommes pas encore. Mais avant le vaccin, il y a des gens qui attrapent ça tous les jours. Au moment où vous et moi nous parlons, il y a quelqu'un qui vient de, il y a des tas de gens qui viennent d'être contaminés. Tous les jours, je lis les chiffres, ils sont effarants. Des nombres qui sont contaminés tous les jours, des nombres de morts, des nombres de malades hospitalisés, les chiffres font peur. Et les gens doivent prendre conscience que cette pandémie ne peut être vaincue que collectivement. Ce n'est pas le travail d'un individu, ce n'est pas le travail seulement du corps médical, c'est chacun à son niveau, il a un devoir. Nous avons un devoir. Et ne pas le faire, c'est être quelque peu criminel. Si par votre négligence, d'autres attrapent ça, vous êtes un criminel. Et malheureusement, je dois le dire, il y a beaucoup de criminels qui circulent. Tous ceux qui ne prennent pas les précautions qu'il faut pour que la maladie ne se répande pas, c'est des criminels. Ils doivent se le dire. Ils ne doivent pas être légers, dire mais vous l'avez, vous ne le savez pas. Vous savez, il y a des gens qui sont plus résistants que d'autres. Je peux contaminer sans que chez moi ça ne se développe. Mais la personne qui mourra, c'est moi qui l'aurais tué. Et beaucoup de criminels anonymes circulent. Ce n'est pas bon. L'humanité ne mérite pas ça. Nous devons être suffisamment conscients face à ce grand danger. Tous ceux qui ne respectent pas les mesures barrières, ce sont des criminels qui circulent parce qu'ils veulent la mort des autres ou encore que les autres soient contaminés de la Covid-19. Monsieur Tchèque, il y a aussi cette problématique des économies mondiales qui sont presque en berne. Que pensez-vous, surtout de la prise en charge de cette maladie? Quelle crainte avez-vous quand vous voyez d'une part, il y a des économies qui sont presque en berne, d'autre part, il y a des gens qui meurent, d'autres, surtout chez nous, qui disent que cette maladie n'existait pas. Quelle est votre crainte? Bon, d'abord, je commence par la dernière question. Dire que la maladie n'existe pas, c'est une insulte. Une insulte à ceux qui sont dans les hôpitaux, une insulte à ceux qui ont perdu le leur, une insulte à tous ceux qui sont morts. Et un autre humain ne peut pas se permettre ça. La maladie existe bel et bien. Bien sûr, Dieu merci, en Afrique et en RD Congo particulièrement, l'acuité n'est pas comme à l'étranger. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Il suffit qu'on soit tous négligents durant une semaine, les chiffres peuvent monter. Et on ne saura pas maîtriser cela. Donc on doit être très conscient. Il y a un besoin d'une conscience individuelle et collective. Chacun de nous est responsable. Chacun de nous doit être responsable. Il y a des savants, il y a des chercheurs qui nous disent ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas le faire? Qu'est-ce qu'on veut prouver? On vous dit de porter le masque en public, vous ne portez pas. Vous voulez prouver quoi? On vous dit de vous laver les mains, vous ne le faites pas. On vous dit de prendre de la distance par rapport aux gens, vous ne le faites pas. Vous voulez prouver quoi? Que vous êtes un être supérieur. C'est de la bêtise. Cessons cette bêtise-là, soyons sérieux, soyons conscients. Parce que les morts, c'est dans les familles des autres. Et quand ça arrivera dans votre famille, à ce moment-là, vous allez accepter. Pourquoi être si cynique? Ça, c'est du cynisme. Toutes les données sont là. La pandémie est très dangereuse. Il ne faut pas rigoler. Prenons ça très au sérieux.
Et puis, elle ne se promène pas avec un drapeau, dit voilà, aujourd'hui c'est toi, demain c'est celui-là. Elle est invisible. Pourquoi être complice du virus? Pourquoi? Soyons sérieux. Remercions Dieu que les effets négatifs ne sont pas si grands dans notre pays, mais soyons responsables. Et sur le plan économique? Oui, sur le plan économique, on ne peut que constater que le désastre sera grand. Mais j'ai foi en l'homme. L'homme a déjà traversé des moments pires que ça. Et ce serait dangereux, surtout dans les pays occidentaux. Vous savez, en prévision des élections, on voudrait prendre des mesures qui vont faire en sorte qu'on ait beaucoup de voix. On voudrait relancer l'économie au risque de sacrifier des vies, c'est dangereux. Et les gens les plus dangereux, ce sont les politiciens en prévision des échéances électorales. Vous avez vu aux États-Unis, Trump a été battu durant longtemps. C'était aussi un élément de campagne pour lui. Malheureusement, ça l'a emporté politiquement. Parce qu'il calculait plus sa réélection que les centaines de milliers d'Américains qui meurent. Quelque part, il est responsable pour une opération politique. Ce n'est pas bon. En Europe, c'est la même chose. Tous les partis politiques, avant de prendre une décision, ils calculent par rapport à ce que ça aurait comme impact sur l'électorat. Non, nous sommes en guerre. Battons-nous d'abord contre la guerre. Vous le savez, quand il y a une guerre, on arrête tout, on se bat, on gagne, et puis on reprend. Pourquoi en même temps on fait comme si on se battait, en même temps on se repositionne politiquement? Ce n'est pas bon. Et donc l'économie peut bien tomber. Battons-nous d'abord contre cet ennemi invisible. Gagnons. Nous sommes des hommes. C'est l'homme qui crée l'économie, ce n'est pas l'économie qui crée l'homme. Pourquoi est-ce qu'on veut inverser cela? N'attendez pas à ce qu'un mort arrive dans votre famille ou dans votre foyer pour que vous commenciez à respecter les mesures barrières. C'est le moment de respecter toutes ces mesures que les autorités ont mises en place. Aujourd'hui, M. Tchèque, vous voyez que le problème de l'homme pose problème, surtout l'homme africain, l'homme congolais. Aujourd'hui, les contacts physiques sont limités. En Afrique, nous ne sommes pas habitués avec ce système. Tout est numérisé aujourd'hui. Pensez-vous que l'homme va respecter toute cette mesure, l'homme africain? Il est limité maintenant. Il faut dire que nous sommes très peu bien lotis par rapport à l'Occident. Parce que l'Occident a trouvé une semi-parade avec le télétravail, avec la numérisation. Mais nous, on n'a rien. Les tablettes ici à la cité, qui les emploie? On ferme les universités. En Europe, on a fermé, mais l'université continue à distance avec le numérique. Nous ne l'avons pas. Bon, c'est notre situation. Assumons-nous. Trouvons des mécanismes adaptés à notre situation actuelle. Et on n'a pas à se plaindre. Vous savez, l'homme, quand il est devant un obstacle, il n'a pas à pleurnicher. Saint-Exupéry l'avait si bien dit, l'homme se découvre quand il se mesure à un obstacle. Nous avons un obstacle devant nous. Nous sommes des hommes, nous les Congolais, nous les Africains. Analysons notre situation telle qu'elle est, battons-nous avec les moyens dont nous disposons. Nous pourrons, si nous sommes suffisamment disciplinés, nous pouvons nous en sortir et nous nous en sortirons. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes aussi journaliste, vous avez fait les terrains, hein, quand vous étiez comme nous. Je le suis toujours. Vous l'êtes jusqu'à ce jour. Oui. Alors, quels sont les mécanismes, soyez concrets, quels sont les mécanismes à votre niveau que vous pouvez proposer au gouvernement pour que l'homme congolais s'adapte? Parce que nous ne sommes pas habitués avec les numériques. Bon, pour le Congo, je vous le dirais honnêtement, c'est quand même une catastrophe au niveau de l'homme. Et vous savez, en circulant seulement, je parle d'un fait banal et puis on reviendra à la maladie. Vous avez vu avant le nouvel an les photos qui circulaient sur le boulevard où tous les véhicules étaient agglutinés. Plus personne n'est passé. Vous savez, c'est dû à quoi? C'est parce que l'homme congolais, il est égoïste. Moi d'abord. Même sur la route, j'ai vu, hier j'étais dans un taxi, le feu est devenu rouge. Mais il est passé. Il est passé, mais je lui ai dit, mais monsieur, vous brûlez le feu? Il a commencé à m'expliquer. Il m'explique quoi? Qu'il n'a pas brûlé le feu. Et ça, c'est courant. Mais maintenant, quand il y a un policier de roulage,
c'est à peine si on lui obéit. Ça, c'est la mentalité, la mauvaise mentalité, surtout ici à Kinshasa. Donc, en pensant qu'à moi, cette mentalité-là nous rattrape. En voulant se sauver seul, on ne réussit pas, on condamne les autres. En condamnant les autres, on se condamne. Donc, être égoïste, en réalité, c'est se condamner. Donc, comme je dis, il y a un grand travail. L'homme congolais a été négligé depuis des décennies. On n'a pas fait le travail sur l'homme. Vous savez, rien que la courtoisie, c'est une grande richesse. L'absence de courtoisie, c'est une grande perte. L'absence de courtoisie fait que, on ne respecte pas les choses les plus simples qui pourraient sauver le voisin. On ne sauve pas le voisin, on le condamne, le voisin condamne un autre voisin qui me contamine aussi. Et on est où là? Mais ça, c'est vraiment un autre chapitre. Si on devrait l'approfondir, on irait très très loin. Mais il y a une calamité au niveau de l'homme congolais aujourd'hui. Et pensez-vous pas qu'il y a aussi une responsabilité de la part de nos gouvernants? Parce que dès le départ, il y a eu un problème de chiffres. Et aujourd'hui, quand vous dites aux gens que nous avons atteint le pic, par exemple, des 19 000 contaminés, ils vous disent que c'est faux, c'est pas vrai. Ne pensez-vous qu'au niveau de la communication, ne devons-nous pas passer par des bouches à l'oreille au lieu de se limiter juste à des mesures? Bon, disons que je ne suis pas très bien placé pour critiquer le gouvernement par rapport à ce qu'il fait. Mais le gouvernement, non, pas le gouvernement, l'État, c'est plus grand encore. Ah oui. L'État doit bien communiquer. Vous êtes journaliste, nous sommes journalistes. Qu'est-ce que nous faisons à ce moment? Nous sommes en train de communiquer. Voilà. Est-ce que nous faisons des calculs par rapport à notre communication? Non. Nous savons que ce que nous faisons, ceux qui nous suivent, ceux qui nous suivront, ce sera positif. C'est le plus important. Qu'on mette les moyens dans la communication. Comme on a des gens ici qui ont un esprit tordu, tenons-en compte. Comment gérer tous ces gens tordus pour que malgré cela, l'information arrive, l'information soit consommée et l'information soit suivie des faits. Ça, c'est un grand travail qui doit être fait. On n'a pas à se voiler la face. C'est un très grand travail. On doit beaucoup mettre dans la communication. Il faut convaincre les gens. Les gens, ils ont la tête à autre chose. Ils doivent courir pour trouver à manger. S'il rate ce taxibus-là, il n'arrivera pas là où il devrait vendre sa marchandise. S'il ne vend pas sa marchandise, il n'aura pas l'argent pour le transport, rentrer et nourrir ses enfants. Eh bien, il a ce transport. Ils sont nombreux. La distanciation n'est pas respectée. Le gouvernement doit prendre le taureau par les cornes. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Une vie vaut des millions. Toute vie vaut. Il se pourrait que ce soit cette seule personne-là que vous avez atteinte par la communication, qui a pris des dispositions, qui n'a pas contaminé 10 autres, et ces 10 autres qui allaient contaminer 10 autres, ainsi de suite, à la fonction exponentielle. Eh bien, cette personne-là que vous avez sauvée pourra peut-être sauver la nation. Donc on ne choisit pas. Toute personne vaut, tout citoyen vaut, tout citoyen doit avoir accès à la bonne information, à la bonne communication. Quel que soit ce que cela coûte, cela doit coûter. Donc, sur ce point, on est tous égaux. Et bien, que l'État le fasse sans mettre les gants, en mettant le plus de moyens possible. Chaque citoyen doit avoir accès à une bonne information, c'est ce qui nous revient, des légitimes. Je parle maintenant à un journaliste. Les universités fermées, pas d'école, mais les bars sont autorisés, les églises autorisées. À l'université, il y a des gens qui réfléchissent, qui pouvaient respecter les mesures barrières, mais dans les bars, qui va respecter cela? Dans les églises, on est tous coincés, on chante, on n'a pas de masques. Vous pensez vraiment qu'à ce niveau-là, le gouvernement a eu raison? Vous savez, église, bar, université, la distanciation est réduite. Au moment où je vous parle, la Belgique où je vis, l'université est toujours fermée. Parce que on a peur que la contamination ait lieu. Ce n'est pas parce qu'on a fermé l'université et qu'on a ouvert les bars qu'il faudrait ouvrir les universités. Mais pourquoi avoir ouvert les bars? Ah, là est la question. Est-ce que
on a pris toutes les dispositions. J'ai des doutes. Parce que quand j'ai quitté la Belgique, tout le débit de boisson était fermé. Et même les lieux de culte étaient fermés. Là, on n'a pas lésiné. Ici, il faudrait, ça j'ai dit, interpeller les gouvernants qui viennent expliquer comment, par A plus B, on peut ouvrir une église où les gens crient et pas à l'université. Et bon, bien sûr, les universités ils comprennent, mais bon, malheureusement pour l'université, ce que je déplore, c'est qu'on n'a pas la possibilité de faire l'enseignement à distance. Ça aurait été une solution palliative en attendant. Mais bon, si on sauve les universitaires, c'est une bonne chose. Ils ne doivent pas prendre leur malheur en le comparant au malheur des autres. On ne peut pas comparer de cette façon-là. Tous les cas sont semblables. Si déjà avec les universités c'est bon, tant mieux. Mais battons-nous pour qu'au niveau des églises, la bêtise ne puisse pas continuer. Parce qu'il y a une bêtise quelque part quand même. Si les gouvernements peuvent nous écouter et adopter pour l'enseignement à distance, parce que vous les faites déjà pour l'école primaire. Il y a déjà l'enseignement à distance au niveau de la télévision. Monsieur Tchèque, nous sommes presque à la fin de notre mission. Le gouvernement congolais ou l'État congolais vous suit, la population congolaise également. Quel message avez-vous à leur adresser? Bon, le message, il est simple. Soyons responsables, chacun là où il est. Vous êtes payé par l'État pour vous occuper de la population. Eh bien, prouvez que l'argent que vous consommez, vous ne le consommez pas pour rien. Il ne faut pas qu'à la fin du mois, vous remplissez les poches et les comptes en banque, mais les résultats sont catastrophiques. Là, j'ai dit démissionner, laisser la place à d'autres. Et nous, citoyens, finalement, qui sommes l'alpha et l'oméga de tout ça, parce que c'est nous qui sommes les malades potentiels, c'est nous qui produisons. Bien sûr, le gouvernement est là, mais protégeons-nous nous-mêmes, soyons citoyens. Est-ce que les citoyens que nous sommes suffisamment citoyens? Non, vous le savez bien que nous-mêmes, quelque part, nous sommes des inciviques. Les mesures très simples, on ne respecte pas. Commençons par les choses les plus simples, qui sont le masque, qui sont la distanciation, qui sont le lavement de mains. Faisons ça d'une façon automatique. Si nous sortons avec la caméra, vous verrez que très peu de gens respectent cela. C'est bien de jeter la balle au gouvernement, mais jetons-nous aussi la balle. Soyons tous responsables, chacun là où il est. C'est ça mon dernier mot par rapport à la pandémie du coronavirus. Soyons tous responsables et soyons conscients, respectons en bref les mesures barrières. N'attendez pas qu'un mort arrive dans notre maison pour que nous puissions mettre cela en pratique. Coronavirus, redevenir homme, c'est ce livre de Tchèque Fita. Il nous a présenté, il nous parle de l'homme, il nous parle aussi de son expérience quand il a souffert de cette maladie. Et où est-ce qu'on peut le procurer, ce livre-là? Oui, le livre a été édité par les éditions OCM, c'est une édition congolaise. Il a été imprimé à Bordeaux en France. Il est accessible dans plusieurs librairies ici en ville. Mais pour ceux qui veulent, l'éditeur a un site, c'est congo-discovery.net. Sur cette page-là, il y a des informations qui peuvent leur faciliter à obtenir le livre. Donc, ils contactent l'éditeur via sa page Facebook, via édition OCM ou via son site. Il y a suffisamment d'informations. Le livre circule et je suggère à mes compatriotes de se le procurer. C'est toujours un plus de partager. Je me suis fait violence, j'ai pris beaucoup de mon temps pour partager avec eux. Le livre est dans le domaine public, il est à la disposition du public. C'est mon apport aussi, qu'ils le lisent, même si on dit que les Noirs ne lisent pas. Mais bon, prouvez le contraire, achetez le livre, lisez-le. Il ne coûte pas cher, il se vend à 10 € en Europe, à 10 $ ici. C'est suffisamment accessible par rapport au contenu, par rapport à l'apport que le livre peut donner à ceux qui se le procurent. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Meilleurs vœux chez vous. Merci à toute l'équipe technique de BC Télévision. Merci au DG Yvon Ramazani. Nous allons continuer au niveau de BC Télévision de toujours respecter les mesures barrières. Et en tant que journalistes, nous allons toujours continuer à sensibiliser. Nous vous disons merci pour aujourd'hui et à la prochaine.